Dans les écoles primaires et secondaires de Montréal, un élève sur trois adhère à un discours masculiniste. C'est ce que révélait la campagne de prévention à caractère sexuel On s'écoute, qui est dirigée par la chercheuse et autrice Léa Clermont-Dion. Ce phénomène, il est loin d'être isolé. En France, par exemple, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes révélait dans un rapport publié en janvier dernier que 17% des personnes de 15 ans et plus adhèrent au sexisme hostile. Il identifie également le sexisme comme la première forme de discours de haine en ligne, avec 84% des victimes qui sont des femmes. Le masculinisme a toujours existé. Cela étant, il connaît une évolution particulièrement préoccupante en ce moment, qui est très largement due notamment au fonctionnement des plateformes, d'une part, mais plus globalement, en fait, à la transformation de la manière dont le public s'informe. Lui, c'est Samuel Tanner. Il est directeur et professeur titulaire à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au Cerium. Avec l'étudiant au doctorat François Gillardin, ils ont regardé pendant un mois 960 vidéos TikTok ayant le mot-clé Sigma et analysé en profondeur près de 200 d'entre elles. On a discuté avec lui pour comprendre. Quelle forme prennent ces discours masculinistes sur les réseaux sociaux? Pourquoi ce discours est-il si populaire? Quelles sont les pistes de solutions pour lutter contre ce phénomène? Pour comprendre ce phénomène inquiétant, il faut définir le masculinisme. Alors le masculinisme, en fait, c'est un discours qui est essentiellement androcentré, donc sur des questions qui touchent les hommes, en fait, mais qui est profondément sexiste, misogyne, en fait, et qui a également une dimension d'opposition, voire de discrimination à l'égard des femmes et de manière générale des autres genres. Il y a toute une série de discours qu'on essaie d'étudier, qui empruntent toutes sortes d'artifices en fait pour être diffusés de manière large. Ces discours ne sont pas nouveaux dans l'espace public. Mais les réseaux sociaux, notamment des plateformes comme TikTok, ont amené une résurgence de la parole masculiniste et notamment de la mouvance Sigma. Si les mâles alpha sont ceux qui mènent la meute avec une image d'homme puissant, musclé, le mâle Sigma, lui, est plutôt un loup solitaire qui n'a besoin de personne pour avancer. Ces discours-là vont prendre des formes relativement pernicieuses en fait, et notamment adopter des codes de la culture populaire pour permettre de diffuser un discours qui sur le fond est extrêmement problématique. Une personne qui fondamentalement ne souhaite aucun mal à l'égard d'autres genres que le sien, en fait, va peut-être plus facilement absorber ces discours dès lors qu'on va utiliser des références culturelles très populaires qui sont issues du jeu, qui sont issues du cinéma, de la culture cinématographique, des séries, de la musique, qui vont être employées pour justement en fait servir de vecteur de diffusion de ces discours. Par exemple, cet extrait du personnage Patrick Bateman dans le film American Psycho, sorti en 2000, est devenu un des repères les plus marquants du mâle Sigma. Pour rappel, Patrick Bateman, c'est un banquier d'investissement la journée qui, la nuit, commet des meurtres en série, notamment de femmes. Un personnage qui, en fait, est particulièrement toxique dans ce qu'il incarne du pire d'un modèle ultra néolibéral, en fait, de réussite, de puissance, de froideur, de ce qui s'apparente à des traits plutôt de nature psychopathe. Et la grande ironie dans tout cela, c'est que bien entendu, autant le livre de Bret Easton Ellis que le film, en fait, sont une dénonciation très précisément de ces modèles-là. Donc là aussi, il y a un enjeu de falsification, de réinterprétation, en fait, de cette culture, ou en tout cas d'un brouillage. Avec François Gillardin, ils ont identifié 4 types de vidéos dont le discours misogyne va du désintérêt jusqu'à la haine des femmes, en passant par le rejet et l'humiliation, comme dans cet extrait vidéo. Hi, excuse me, sorry to interrupt you, but you are sitting alone or maybe waiting for someone? Oh, no, cool. I will take the chair. Thank you very much. Ici, l'extrait de Patrick Bateman à la fin de la vidéo valide le contenu Sigma. Mais alors, pourquoi ce discours est-il si populaire, notamment chez les jeunes garçons? Alors, sur la base d'une série d'entrevues qu'on a menées justement sur l'impact de ce type de contenu, nous nous sommes intéressés un peu au contexte dans lequel ce contenu offrait ce qu'on a appelé une résonance en fait.
Bon, il y a beaucoup de nuances. Déjà, très peu nous ont dit « oui, moi je suis d'accord avec des contenus qui appellent à la violence contre les femmes ». Ça, c'est sûr que personne ne nous a dit ça. Et donc, ces personnes-là nous disent ben, on ne sait plus tellement à qui se vouer parce que, fondamentalement, si on le résume, l'homme blanc, cisgenre, hétéro, en fait, est à peu près la cause de tous les maux MAUX, en fait, de la société. Du moins, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. D'après le rapport Opinionway, les hommes et le masculinisme, publié en décembre dernier, 58% des hommes pensent que le féminisme est allé trop loin. Et donc, ces personnes-là disent, ben, en fait, dans des discours de type Sigma, donc Sigma, c'est une forme plus ou moins édulcorée, on va dire un discours de porte d'entrée du masculinisme, en fait, qui va offrir à ces garçons la possibilité de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Et ben, on trouve une certaine résonance. Et ces discours, c'est du type, ben, c'est la discipline, le contrôle et la domination, dans une certaine mesure aussi, de toi-même, mais qui va te permettre d'avoir un contrôle sur les autres. Donc c'est un discours qui repose sur une forme de masculinité hégémonique. Ces discours-là, ils offrent une sorte de tanière numérique dans laquelle ces jeunes qui se sentent seuls et isolés peuvent se réfugier. 95% des jeunes vont utiliser YouTube, plus de 60% vont utiliser TikTok et Instagram. Ce que l'on constate depuis quelques années, c'est qu'ils sont aussi considérés comme étant des moteurs de recherche. Donc TikTok, comme moteur de recherche, peut certes offrir des avantages intéressants quand on s'intéresse, par exemple, voilà, on arrive dans une nouvelle ville, on cherche un nouveau restaurant, pourquoi pas, il y a des tendances, tout n'est pas à rejeter, bien entendu. Cela étant, quand on pose des questions beaucoup plus fondamentales d'ordre existentiel sur le rapport au genre, le rapport aux femmes, le rapport aux minorités sexuelles, là, les réponses sont beaucoup plus aléatoires. Sans compter que l'algorithme de TikTok met en avant les contenus qui suscitent l'affect et font réagir. Plus on a des réactions, plus ces contenus ont de la valeur d'un point de vue de la monétisation en fait, qu'ils représentent. Or, en fait, précisément, les contenus de type masculiniste suscitent beaucoup de réactions. Et à force de voir ce genre de vidéos plusieurs fois par jour, on finit par y adhérer. En France, un jeune homme de 18 ans suspecté d'avoir voulu commettre un attentat masculiniste en juillet 2025 avait reconnu avoir consulté de nombreuses vidéos masculinistes, notamment sur TikTok. Mais alors, comment lutter contre la propagation de ces discours ? Le lycéen a été arrêté alors qu'il avait l'intention de poignarder des femmes. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, une première en France pour des faits liés à l'idéologie incel, celle des célibataires involontaires. Bon, l'affaire est sous instruction, mais elle provoque une vague de réflexion qui appelle à des réformes, en fait, où actuellement, selon le rapport le plus récent du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes en France, donc justement, dans les recommandations, il est question désormais d'intégrer dans les doctrines sécuritaires en fait, la notion de terrorisme misogyne. Au même titre que l'on parle de terrorisme djihadiste, de terrorisme d'ultra-droite. Tout cela a déjà très concrètement pour conséquence d'appeler à des ressources supplémentaires dans la lutte sur ces formes de violence. Le chercheur recommande également de créer un registre national de signaux faibles. Avant qu'il n'arrive vers des signaux beaucoup plus inquiétants, voire des passages à l'acte. Mais il faut faire attention parce que ce sont des signaux qui évoluent très rapidement. Donc il ne faudrait pas pour autant rester bloqué sur des choses statiques en fait. Il conseille également d'établir un dialogue avec les jeunes, mais aussi de s'intéresser à leur santé mentale, particulièrement celle des jeunes garçons. Au Québec, par exemple, une nouvelle campagne de prévention des violences à caractère sexuel du ministère de l'Enseignement supérieur, On s'écoute, vient d'être déployée. On veut ramener, là, c'est des hommes forts, qui s'assument. Ça appelle aussi à une responsabilité qui ne repose pas uniquement sur les forces policières, les renseignements et les milieux scolaires, mais également sur les familles, d'avoir une conversation sur ces questions-là. Mais selon Samuel Tanner, il faut aussi mieux réguler les plateformes numériques. Et une idée parmi d'autres qui commence à être discutée, c'est la possibilité de créer un organisme qui, sur un fonctionnement similaire à Santé Canada, par exemple, qui va auditer, en fait, ou en tout cas analyser les produits et déterminer si oui ou non ils mettent en danger les citoyens canadiens et canadiennes. Par exemple, en 2025, l'Union européenne a renforcé ses enquêtes sur les big tech
pour non-respect des règles de marché et des services numériques. À la suite de ces enquêtes, les régulateurs européens ont imposé diverses sanctions à plusieurs grandes entreprises comme Apple, Meta, X et Google. Mais je pense que c'est important en fait que d'ouvrir cette boîte noire des plateformes, de comprendre leur fonctionnement. Ces machines-là fonctionnent sur un modèle qui a été décidé en fait, et qui a été décidé aussi par toute une série d'impensés, d'angles morts, de choses qu'on n'a pas vues.